Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Multiprocessing, une bibliothèque de Python pour pouvoir travailler en parallèle. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer un petit programme pour afficher l'ensemble de Mandelbrot. Donc, l'ensemble de Mandelbrot qui est ce fabuleux dessin. C'est très simple. Dans le fond, on va avoir l'axe des réels, hein, sur le long ici, et l'axe des imaginaires sur le haut ici, le haut en bas. Et pour chaque point, on va aller calculer euh, tout simplement si cette série-là, cette fonction-là appliquée à elle-même une cinquantaine de fois, va diverger. Donc, plus vite qu'elle va diverger, plus la couleur va être froide, parce qu'on va y assigner le nombre de tours que ça prend avant de diverger. Plus que ça prend de temps avant de diverger, plus que la couleur va être claire. Et nous, on va abandonner ça à 50. Après 50 itérations, on va dire c'est correct, puis ça va être la couleur qu'on va avoir. Fait que dans le fond, nous autres, notre ensemble ici, le noir, va devenir probablement une couleur chaude, rouge ou orange. Euh, donc, on va commencer par programmer notre fonction pour chaque cellule, parce que l'idée, ça va être de paralléliser. Ça veut dire qu'on va vouloir calculer notre fonction pour chaque cellule sur chacun de nos quatre processeurs, un à la fois, puis notre processeur passe à l'autre automatiquement et on est fait tout comme ça. Donc, pour faire l'exemple, je vais travailler sur mon Raspberry Pi. Donc, mon Raspberry Pi, qui est le nouveau, le 4, qui a 4 GB de RAM et qu'on a aussi un bon processeur, un 4 coeurs. Donc, on va avoir jusqu'à 4 process qu'on va pouvoir utiliser de manière efficace. Donc, commençons à programmer. Donc, je suis déjà ici dans un petit fichier, document parallèle Python. Et je vais commencer à programmer. Inquiétez-vous pas, vous pouvez utiliser d'autres programmes que Vim, vous pouvez utiliser Nano, vous pouvez utiliser Gedit ou le programme qui vous plaît le plus. Vous pouvez même utiliser Spider si vous voulez. Donc moi, je vais utiliser Vim. Donc, Python. OK. Euh, Open. Vim. Mandelbrot, exemple. Bon. Et voilà. Bon. On va commencer par une petite ligne magique qui va nous permettre d'exécuter euh, notre code Python sans avoir appelé Python 3 avant. Donc, ça, c'est très utile sur Linux. Et on va commencer par importer deux bibliothèques. On va importer NumPy, et on va importer Multiprocessing as MP. Alors, NP et NP, je sais que ça se ressemble, mais mélangez-vous pas. Il y en a un que c'est notre bibliothèque en parallèle, puis l'autre c'est notre bibliothèque numérique. On va aussi importer deux autres bibliothèques qui ne sont pas essentielles. On va importer Time, qui va nous permettre de, tantôt de calculer combien de temps notre process va prendre. On va pouvoir ainsi comparer euh, le, euh, le code en parallèle avec le code tout simplement en single thread, avec un seul thread. Et on va aussi mettre une bibliothèque pour l'affichage. Aujourd'hui, on va prendre Plotly au lieu de Matplotlib. Parce que je sais que vous connaissez Matplotlib, fait qu'on va explorer des nouvelles fonctions, des nouveaux codes. Euh, donc, ça va être les bibliothèques qu'on va utiliser. Donc, comme j'ai dit, là, on va commencer par calculer cellule par cellule. Donc, on va vouloir un seul pixel à la fois. Donc, on va faire une fonction pour chacun de notre pixel. On va définir une fonction qu'on va appeler notre équation. On va lui donner deux arguments, les réels, les imaginaires. On va lui donner un argument optionnel. On ne va probablement pas le changer dans la présentation aujourd'hui. Itération maximum. On va lui donner 50 itérations maximum. Comme je vous ai dit tantôt, c'était pas ce que j'avais l'intention de faire. Donc, ça va être notre fonction. Donc, on va commencer, on va se mettre une variable qu'on va appeler itération. On va calculer nos itérations et on va l'assigner à cette variable-là. Ensuite, on va avoir une variable n qui va être notre nombre qu'on va calculer. Donc, on va commencer à 0. On travaille avec les nombres
complexes, les nombres imaginaires, donc on va utiliser la fonction complexe. On peut aussi, on va faire P qui est le nombre précédent. On va y rajouter 1 pour pas qu'il soit totalement identique parce que ça va être ma condition pour sortir de ma boucle. Ensuite, on va mettre C qui va être le nombre complexe qu'on va ajouter. Dans le fond, si on regarde notre équation ici, on a Z2, donc on part à 0 au carré, et on rajoute C. C, c'est quoi? Ben, C, ça va être notre position sur l'axe des réels, puis l'axe des imaginaires. Donc, disons, on pourrait avoir, ici, ce serait 0.5, 0, ou 0.5, 0.5i, donc, ou J sur Python. Donc, ça va être comme ça que notre nombre va commencer. Donc, on va commencer comme ça. On va retourner ici. Donc, on a complexe. On va voir RR. Et on va voir II. Donc, ça va être notre C. OK, maintenant, on va vérifier s'il veut converger. Fait qu'on va dire que pendant que notre nombre absolu de n est plus petit que 1 million. Bon. Si c'est au-dessus d'1 million, on sait qu'on converge probablement pas. Et on va rajouter une deuxième condition. On veut aussi que notre nombre d'itérations soit inférieur à 50. Sinon, nous autres, on abandonne, on ne va pas prendre plus de temps que ça, puis on passe au suivant. OK? Donc, ça, c'est notre book while. Donc, il ne faut pas oublier qu'on va devoir sortir de notre book while. Donc, on va falloir qu'on atteigne 50 dans ITT. Donc, on va incrémenter notre ITT. On va voir P qui va être notre nombre précédent avec N. Et on va calculer notre N avec la même équation que tantôt. Donc, on va mettre notre nombre au carré et on va rajouter C. Donc, N au carré plus notre nombre C. Et voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus. En fait, on n'a pas besoin de rien de plus. On retourne notre résultat qui va être notre nombre d'itérations. Donc, ça va être les fonctions, ça va être la fonction qu'on va appliquer à chacune de nos cellules, à chacun. Donc, notre idée, ça va être d'avoir une carte qui va représenter chacun des nombres sur la ligne des réels. On va partir de moins 2, puis on va aller jusqu'à 0.6, parce qu'il me semble que la pointe est à 0.5, si je me rappelle bien. Pour les nombres réels, et de moins 1 à 1, avec une petite marge pour les imaginaires. Donc, on va l'axe des réels, qui va être notre axe des x, NP, donc linspace. Donc, on va distribuer ça sur une ligne une ligne de nombre de moins 2 à 0.6, avec une petite marge, et on va y donner une résolution de résolution. On va définir résolution juste avant. Résolution, c'est on va mettre 20 pour aller vite. Hein? Quand on teste, c'est le fun de pouvoir aller vite. Et on va avoir notre axe des imaginaires qui va être sur notre Y. On va faire encore une ligne de nombre de 1.1, de moins 1.1 jusqu'à 1.1. Et on va prendre résolution nombre de points. Donc, on va prendre, dans ce cas-là, 20 points sur cette ligne-là, 20 points sur la ligne précédente. Donc, on a de moins 2 à 6, on a de moins 1 à 1, et on a 20 points dans les deux axes. On va utiliser une fonction qui s'appelle meshGrid. Donc, meshGrid, on va avoir notre nombre en X, notre nombre en Y. Je les inverse souvent. Je les ai probablement inversés. Il me semble que c'est YY, XX par cœur. Ça change. Ça change pas, mais c'est moi qui me mélange tout le temps. meshGrid, X et Y. Donc, ce que fait meshGrid, on va sauvegarder ici. Et on va aller dans IPython Notebook. On va se faire nous ouvrir un nouveau terminal. Nouveau tab, tiens. Juste ici. Et on va appeler IPython Notebook. IPython, pas Notebook, dans ce cas-là, IPython directement. Donc, on a notre console et on va exécuter notre code. Hein? Main de droite, exemple. Donc, on va l'exécuter. On va regarder quelle variable qu'on a. Où?
Donc, on a notre XX, on a notre YY. Donc, quand on fait la commande MeshGrid, ce qu'on fait, c'est que on transforme notre variable qui est juste à une dimension. Regarde, on peut juste rentrer une variable, on ne peut pas rentrer 1, 2. Non, on peut juste faire x1, x1, 2, 3, 4, 5, tous les éléments sur la ligne, ou y 6, 7, 8, 9. On a juste une ligne. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut uniformiser nos x et nos y pour qu'on puisse lui donner une paire de nombres à chaque fois. Comme on va avoir une paire de nombres, ça va être la première valeur de x et la troisième valeur de y. La deuxième valeur de x et la quatrième valeur de y. Parce qu'on commence par 0. Et dans XX, quand on va faire paire, on va voir que ça va marcher. Maintenant, ça marche à 2 parce qu'on a transformé ça dans une matrice. Et ça va marcher avec la même commande, avec la même paire pour YY. Mais ça va nous donner le Y. Remarquez que dans paire, si je change mon Y, mon X ne changera pas. Il sera toujours le même. Mais mon Y, il va changer lui. Donc, vous comprenez que ça fait juste que c'est plus facile à manipuler. Donc, chaque index, parce que maintenant, au lieu qu'on ait un index, on a une paire d'index, puis la paire d'index est la même pour nos x puis pour nos y. Ce qui est plus facile pour nous autres pour manipuler, parce que, par exemple, si on voudrait faire le np de sin de x avec un certain point, on fait le même avec déjà l'autre point. Bon, OK. Donc, on va retourner à notre code, puis on va continuer. Donc, c'est à ça qui sert notre mesh grid. OK. Donc, on a fait notre grille, on a une matrice pour les x puis pour les y, et on va vouloir appliquer notre fonction sur cette grille-là. Fait qu'on va se faire un petit raccourci, on va appeler map2, et on va prendre directement la paire de points. Puis, ce qu'on va retourner, c'est très très simple, c'est extrêmement simple. Ce qu'on va retourner, c'est notre fonction équation appliquée au bon terme de la paire. Donc, XX avec l'index paire et YY avec l'index paire. Il y a une fonction pour faire ça, vectorise, mais quand on veut utiliser cette fonction-là, on ne peut pas faire de calcul parallèle. Fait que là, on se prépare à faire du calcul parallèle. Donc, comme je vous ai déjà dit, on voit ici notre XX, on voit ici notre YY, et on va chercher paire on va chercher les bonnes valeurs pour chacun des termes. OK, là on est rendu à faire le calcul. Hey, ça va vite, hein? On est en feu. OK, donc le calcul, on va tout simplement faire résultat. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle map. Qu'est-ce que map fait? Map, ça va être très simple. On va avoir un tableau. Hein? Par exemple, on peut avoir 1, 3, 4 et 5. Et on va vouloir appliquer une fonction sur ce tableau-là. Là, on va utiliser la fonction lambda. On va prendre la variable, puis on va dire, on veut prendre cette variable-là au carré. OK? Et on va appliquer cette fonction-là à chaque élément du tableau. Donc, quand on fait ça, on voit que map il nous donne un petit objet. Pourquoi il nous donne un petit objet en crochet? C'est parce qu'il n'exécute pas tout de suite. Donc, il y a plusieurs trucs pour le faire exécuter, dont générer une liste avec ces données-là. Donc, on va voir. Donc, on a notre liste. Et comme on voit, on a mis au carré tous les termes de notre liste. On peut faire toutes ces fonctions-là. Donc, l'idée, c'est qu'on a une liste et on veut appliquer une fonction sur chaque élément de la liste. Puis là, ce que ça nous retourne, c'est une autre liste. Est-ce qu'on peut appliquer print, par exemple? Non, parce que ça nous retourne une autre liste. Donc, print x. Donc, vous voyez, ça donne non, parce que print, ça ne retourne rien. Bon, ça nous imprime aussi nos nombres, mais ça ne nous retourne pas ce qu'on veut. Alors, on va revenir ici. Donc, maintenant qu'on comprend l'idée de map, on va faire list, map. On va appliquer notre fonction map2 et on va prendre un tableau. OK. Là, on n'a pas de séquence de nombres. Ah, sur quoi on l'appliquerait? On veut l'appliquer sur toutes les paires qu'on a dans notre grille. On va se préparer toutes les paires qu'on a dans notre grille. On va appeler
paire avec un S. Tiens, on va faire XX et de YY. Et on va faire pour XX dans le range de 0 à notre résolution. Et pour YY dans notre range de 0 à notre résolution. Donc ça va générer tous nos index pour tous nos points de notre tableau. Donc map2, paire. Donc en principe, là on a tout fait. Il nous resterait juste à afficher. Donc on va avoir une figure. On va utiliser Matplotlib Express.image show de nos résultats et on va afficher notre figure show. Donc, on aurait à peu près tout devrait bien rouler. On va voir comment ça marche. On va quitter IPython et on va le rendre exécutable. 755. Donc, on a notre code exécutable et on va l'exécuter. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Oh! Ah! J'ai oublié une chose. Donc, là, on se rappelle que nos index, ils sont mis sur une ligne. On a fait un gros vecteur avec toutes nos paires d'index. Donc, il va falloir séparer nos lignes pour pouvoir créer une matrice en 2 dimensions. Donc, on va créer notre matrice en 2 dimensions. C'est pas très difficile. On va prendre nos résultats et on va les mettre dans notre matrice. Moi, je vais l'appeler Z. Et on va utiliser NumPy pour séparer notre tableau en résolution éléments, en groupe de résolution éléments. Donc, on a 20 éléments X, 20 éléments, 20 éléments, 20 éléments, et on va construire notre matrice ainsi. Voilà. C'est parfait, on réessaye. Oh oui, c'est une liste. Il faut travailler sur un notebook pour pouvoir faire le split. Hein? Donc, on va caster notre liste dans un UP-array. Pas plus dur que ça, vous l'avez fait des centièmes de fois. La même erreur que je viens de faire. Donc, on recommence. Donc, quelle erreur ai-je fait? Oups. Quelle erreur ai-je fait? Ah, je montre encore résolution. Bon, on va l'avoir. Z. OK, on est correct. Go. Et voilà. Donc, on a peut-être inversé les termes, mais on s'en vient bien. OK, retournons à notre exemple. Donc, je vous ai dit que j'inversais souvent. On va corriger ça. Ça va déjà être mieux. Voyons voir. OK. C'est grosso modo ça. Faut être imaginatif. Mais à notre défense, l'ancêtre, la première fois que ça a été observé, c'était pas beaucoup mieux. Ouais. OK. On se fait battre par même l'ancien ordinateur. Là. OK. On va mettre peut-être un peu plus que 20. On va mettre tiens, 80. 80. Et on va exécuter. Regardons ce que ça va nous donner. Bon. Là, ça commence à ressembler à ce qu'on veut pas mal. OK. Ce serait intéressant de savoir combien de temps ça prend pour notre script pour être exécuté. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va mettre, on va isoler notre partie où est-ce qu'on fait les calculs, c'est-à-dire celle-là où est-ce qu'on fait le map list ici, et on va marquer qu'on calcule. Ouais, très original. Et ici, on va marquer qu'on a terminé le calcul.
OK. Et on va le chronométrer. Comment on va chronométrer? On va prendre début et on va partir, on va prendre le temps au début et on va prendre la fin et on va prendre le temps à la fin. Puis ici, on va mettre un autre print. On va mettre ça en secondes pour l'exécution. Et voilà, on va faire format et on va prendre le fin et on va soustraire le début et ça va nous donner le nombre de secondes que ça nous a pris à faire notre calcul. Essayons, voir. Donc, ça nous a pris 0.14 secondes. Ça a quand même été très rapide. OK. On va aller là. On va lui donner un peu plus de misère. 80, 80. On va peut-être aller se rendre à 200, tiens. 200, ça commence à être un peu mieux, là. 200 par 200. Bon, combien de temps ça va lui prendre? Bon, on s'approche de la seconde. OK, voyons voir ce que ça nous donne. On commence à avoir un peu plus une belle structure déjà là. On commence à avoir de quoi de un peu plus beau. Et ça nous prend à peu près une seconde. OK. Donc, on va encore rajouter plus. Je veux juste... On va en mettre 1000, tiens. 1000. Là, ça va nous en prendre combien? Ça devrait pas mal être plus long. Là, si vous voyez, c'est plus qu'on a donné, plus que ça commence à être long. Par exemple, vous voulez analyser dans un tableur Excel 2000 cellules. Là, en dessous de 2000 cellules, vous vous dites, OK, ben, c'est peut-être pas utile de l'optimiser parce qu'on s'entend que 0.8 secondes, je suis assez patient pour l'attendre. Mais là, hein, quand on commence à avoir un peu plus de pixels ou un peu plus de données, on se rend à 20 secondes. Ah, là, ça serait peut-être le fun de l'avoir un peu plus vite. Hmm? Fait que là, on va y penser à peut-être optimiser notre code en utilisant le calcul parallèle. Alors là, on voit, on a un très, 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 très bel ensemble de Mandelbrot. On peut même zoomer d'une manière assez raisonnable pour voir les structures. Et voilà. OK. Donc, ça prend 20 secondes. Là, on va vouloir l'accélérer. Donc, on a déjà tout pensé pour calculer en parallèle. En parallèle, la fonction qu'on va utiliser, vous allez être étonné. Regarde, je vais même faire un gros copier-coller. Hein? Yank. Et on va insérer le code juste ici. Et voilà. Donc, pour faire notre calcul parallèle, il faut un pool de processeurs. Bon, moi, il y a un pool de processeurs, je vais l'appeler le Deadpool. On va l'habiller en rouge, puis on va mettre des yeux de Spider-Man. OK. MP, pool. Là, je peux lui spécifier le nombre de processeurs. Je pourrais dire, prends juste 2 processeurs, prends un processeur, pas très utile. Moi, je ne veux pas me casser la tête, donc je vais prendre toutes mes CPU qui sont disponibles. Moi, je sais que c'est 4, j'aurais pu marquer 4, mais je vais utiliser la fonction MP CPU count. Fait que je vais avoir, il va prendre mon maximum. Comme ça, si mon script s'exécute sur mon laptop avec pas mal plus de processeurs, ben, il va aller pas mal plus vite. Donc là, on a notre pool de processeurs. Puis, vous allez voir après ça, ici, on va faire un map, np.map, pas mp. Non, 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 on utilise notre pool. Fait que c'est notre deadpool.map, et avec exactement la même commande. Et voilà, vous venez de tout faire votre code pour que votre code s'exécute en parallèle. Est-ce qu'on essaie? Pourquoi pas? On va sauvegarder. On va lancer l'exécution. Donc, la première fois qu'il va calculer, il va calculer avec un seul processeur. Donc, ça va prendre 20 secondes. J'espère que vous êtes patient, suffisamment patient.
Moi, je ne suis pas tout le temps patient. Oh, ça a pris un peu plus de temps. Bon. Et là, notre calcul en parallèle, où ce que ça nous a pris juste 6 secondes. Et bien sûr, on va afficher les résultats. Ça va être le même résultat. Donc, l'idée, c'est vraiment de séparer le problème. Disons que vous aviez un texte à lire. Vous allez devoir appliquer, vous allez devoir imaginer une fonction que vous allez appliquer à différentes structures du texte. Donc, vous pourriez séparer votre texte en paragraphes, puis faire un map sur les différents paragraphes. Ou vous séparez votre texte en lignes et faire un map sur les différentes lignes. Et laisser le pool, le multiprocessing, attribuer les tâches à chacun de vos processeurs. Là, c'est sûr que on peut aller un peu plus profondément dans les méthodes, mais c'est la principale méthode de parallélisation. Parallélisation, en fait, c'est une des plus simples. En fait, il y a généralement les méthodes qu'on utilise. On va utiliser un map et ensuite on va faire un reduce. Un reduce qui est appliquer une fonction en chaîne sur les résultats. Nous, on n'a pas fait de reduce dans ce cas-là. Je vous invite à lire la documentation de multiprocessing si vous voulez en savoir plus. Là, on va peut-être mettre en commentaire cette partie-là. On va l'enlever. Tout simplement l'enlever. Hein, notre partie en single thread. Et on va mettre une plus grosse résolution. Hein. On va se gâter. Donc, on va mettre 2000. Pourquoi pas 3000 cellules. Et on va exécuter ça juste pour le fun. Donc, oui, c'est ça. La clé principale dans toutes les parallélisations, c'est de séparer notre calcul en différentes entités. Quand vous avez besoin quand un calcul est nécessaire à l'étape d'après, là, c'est un peu plus difficile de faire la parallélisation parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez devoir faire des signaux d'arrêt ou d'attente, ce qui va rendre votre parallélisation moins efficace. Donc, le plus gros défi, c'est même pas d'employer la bibliothèque, c'est juste de penser comment on va séparer notre problème pour qu'il soit parallélisable. Ceux qui font le cours de phénomène d'échange 3, je pense que vous voyez, on va faire un décompose bar et on va lui donner des instructions pour séparer l'espace. Bon, dans ce problème-là, chaque processeur va recevoir un morceau d'espace et c'est comme ça qu'on a décidé de séparer le problème. Donc, on a été capable de faire en 52 secondes nos 3000 cellules. On va voir quel résultat ça nous donne. Et voilà, un peu plus long à charger. Hein? Et voilà, on a un très bel ensemble de Mandelbrot. Donc on fait tout laguer. Hein? On va zoomer un petit peu sur le problème. Zoom. Et on va regarder, par exemple, notre ami le mini Mandelbrot. Hein? On va le laisser. Quand c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus lourd. Il ne faut pas oublier que c'est un Raspberry. Et on voit qu'on a notre ami le mini Mandelbrot qui est juste ici. Et qu'on peut zoomer encore avant de voir les pixels. Là, on a fait de quoi de vraiment très haute résolution. Là. Encore un peu. Wow! On en voit-tu assez des détails? On va revenir à la maison. Reset Axe. Et on va regarder les structures un peu en haut, ici. Les antennes de notre ensemble de Mandelbrot. On voit que on peut avoir beaucoup plus de détails dans notre ensemble. Hein? Donc, c'est tout hein, pour la petite démonstration. Je vous remercie et à la prochaine!